Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi, je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Début décembre, le coronavirus apparaissait dans la région de Wuhan. 2 mois plus tard, on décompte près de 31 000 infections et un peu plus, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, de 600 morts, quasi exclusivement en Chine. Victime collatérale de cette épidémie, l'économie chinoise, et quand Pékin tousse, c'est le monde qui s'enrhume. La crise sanitaire va-t-elle entraîner une crise économique ? Pour en parler, je vous propose d'accueillir par téléphone Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos, à l'Opinion et bien sûr à Slate. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Éric, la croissance chinoise nous avait habitués à des niveaux impressionnants. On était parfois sur des croissances à 2 chiffres, 14% en 2007, 10% en 2010. Alors elle a considérablement baissé ces dernières années, à cause entre autres de la guerre commerciale avec les États-Unis. Cette crise sanitaire pourrait aggraver la situation. On table sur une croissance comprise entre 4,5 et 5,7% en 2020, ce qui est peu. Éric, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce coronavirus impacte l'économie chinoise ? C'est énorme puisqu'elle est à l'arrêt dans beaucoup d'endroits. À Wuhan, secteur industriel, automobile, pôle industriel et automobile de la Chine, tout est à l'arrêt, les gens ne vont plus travailler, sont confinés chez eux, etc. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres villes. Donc, tant que l'infection sera là, tant que l'épidémie ne sera pas contenue, arrêtée, ça prendra sans doute un semestre, puisqu'on parle d'un pic d'épidémie entre mars et mai, donc ça ne s'arrangera que vers juin. Autrement dit, la Chine aura un énorme impact sur tout son premier semestre, qui va être une croissance faible, sinon quasi nulle. Alors évidemment, ça aura des conséquences pour tout le monde. En 2003, c'est l'épidémie de SRAS qui avait amputé le PIB chinois d'environ 1,2 points et qui avait aussi entamé la croissance mondiale. Alors on imagine que ce sera la même chose avec le coronavirus. Là, on table sur quelques dixièmes de points en moins pour la croissance mondiale. Est-ce que cette baisse est suffisante pour créer les conditions d'une crise économique mondiale que beaucoup disent déjà proche, Éric ? Oui, c'est vrai qu'il y avait un mauvais climat toute l'année dernière, pour beaucoup de raisons, à cause de Trump qui menaçait un peu tout le monde, et la Chine notamment. Mais enfin quand même, ça s'était calmé, si vous voulez, les angoisses s'étaient calmées en fin d'année avec l'accord entre Pékin et Washington, pseudo-accord. Et donc, tout le monde se disait qu'au contraire, l'économie était faible, affaibli, mais stabilisé. Alors, cet accident sanitaire considérable mais remet tout en cause. Donc, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer, on n'en sait rien. Est-ce que la Chine va réussir à contenir, comme je le disais tout à l'heure, l'épidémie au mois de juin, disons, à ce moment-là, tout repartira, et puis il y aura un effet de rattrapage, donc l'économie mondiale sera très affectée, mais pas cassée. Là, vous me dites, est-ce que ça peut provoquer une récession ? C'est pas impossible, mais j'y crois pas trop à l'heure actuelle. Mais c'est pas impossible quand même. Jean-Marie ? Le précédent du SRAS est largement dépassé, même si l'épidémie actuelle est moins meurtrière en termes de taux de mortalité, elle est très inférieure au virus précédent. Ça touche infiniment plus de monde et ça pose en effet ça pose d'innombrables problèmes parce que la réaction qui est très militaire et très encadrée est une réaction qui est absolument nécessaire aujourd'hui, mais c'est en même temps un renforcement du contrôle social en Chine, donc ça pose des questions en cascade. Et on va revenir justement sur l'impact de cette crise sanitaire sur le régime chinois. Mais avant, Éric, on a vu que certaines multinationales ont dû quitter le marché chinois. Je pense à Ikea, je pense à Starbucks, qui ont dû fermer leur magasin là-bas pour des raisons des raisons sanitaires. Donc on imagine qu'elles vont être impactées par cette crise sanitaire. La France, elle en particulier, est-ce qu'elle peut subir sur le plan économique des conséquences de ce qui se passe en Chine actuellement ? Ben oui, ça peut même être très fort. D'abord, pour le textile, par exemple, parce qu'on en importe encore beaucoup du textile chinois. Donc, si on n'importe plus de t-shirts et de chemises, il va falloir les importer très vite, trouver d'autres sources. C'est toujours très, très compliqué, très lent, insatisfaisant. Donc, premier secteur, c'est les secteurs d'importation en provenance de Chine. Et puis, il y a un autre secteur considérablement affecté qui sera le luxe. Je vous rappelle que la Chine, c'était devenu le premier client et de loin du luxe français, qui est un secteur triomphant, juste en ce moment, avec
tout ce qui se passe sur la mode. Et là, bon, les ventes vont évidemment s'arrêter, encore une fois, au moins tout le premier semestre, ce que je disais. Donc la France sera affectée, on ne peut pas dire dans quelle épaisseur de sa croissance. Certainement, c'est très mauvais, puisque déjà on pensait à un ralentissement de la croissance en France autour de 1% ou 1% plus. Le coronavirus, évidemment, va abîmer encore cette perspective. Encore une fois, il ne faut pas s'alarmer trop, je pense, mais considérer que c'est une, si je puis dire, une maladie grave. Juste une question que je voudrais poser à Eric dans ce droit fil de ce qui vient d'être dit. On dit que la Chine est devenue, au fil du temps, un maillon très important des chaînes de valeur mondiales. Et que ces chaînes de valeur mondiales sont directement affectées. Alors, c'est quoi ces chaînes de valeur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme, Eric? Oui, les chaînes de valeur, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on prend des composants ici, à droite, à gauche, loin, tout près, et puis on fait un montage final dans une usine quelque part, qui peut être soit en Chine, soit en France, soit dans les pays de l'Est. Donc c'est ça la chaîne de valeur. Désormais, les industriels ne font pas tout d'un coup eux-mêmes, ils achètent par petits bouts leur produit final et ils font le montage. Bon. Alors la Chine est devenu un élément, comme vous disiez, un élément très fort de toutes ces chaînes de valeur, puisque beaucoup de composants étaient fabriqués en Chine. Et puis on les apportait sur tous les marchés mondiaux. C'est le cas en particulier, l'exemple typique, c'est l'iPhone. Donc je vous rappelle que 60% des téléphones portables sont faits maintenant en Chine. Donc ça va pas être simple de grossir les autres usines pour remplacer ça. C'est énorme. La Chine est devenue, depuis maintenant une grosse dizaine d'années, le deuxième économie mondiale. C'est quand même 16% du PIB mondial et 11% du commerce mondial. Donc effectivement, si le 16% s'arrête pendant un semestre, ça vous fait un sacré coup de diminution. Même chose pour le commerce. Alors, quel effet ça aura sur ces chaînes de valeur? C'est probablement d'accélérer un mouvement qui était déjà engagé, d'une régionalisation des chaînes de valeur. Elles avaient été très internationalisées. On fabriquait des morceaux en Chine, du textile par exemple, ou comme je l'ai dit, du téléphone, ou même de l'acier. On achetait beaucoup d'acier en Chine. Et puis, il y avait eu plusieurs événements qui sont allés dans le sens contraire, vers une régionalisation, vers une démondialisation, diraient certains politiques. Alors, quels sont les éléments? Le premier, c'est le coût de salaire en Chine, qui est devenu 60% du coût de salaire de l'OCDE. Donc, la Chine était devenue peu à peu un pays assez cher. Deuxième élément, le CO2. Évidemment, si on transporte de Chine à France, tout, ça émet beaucoup de CO2, et donc il y a une pression pour qu'on arrête de fabriquer si loin, c'est le fabriquer local. Et puis enfin, il y a eu le protectionnisme qui a monté avec Trump, mais pas seulement. En Europe, on pense mettre aussi des normes écologiques autour de l'Europe, donc tout ça va considérablement accélérer la régionalisation qui était en cours des chaînes de valeur. Vous y croyez à cette prise d'indépendance par rapport à l'économie chinoise? On a l'impression qu'on est allé tellement loin dans la mondialisation et dans la dépendance à l'économie chinoise qu'on imagine mal comment faire machine arrière. C'est vraiment possible? Oui, tout est possible. Vous savez, toujours, on n'imaginait pas possible que la Chine aurait une croissance pendant 30 ans de 10% par an en moyenne. C'est historique, ça ne s'était jamais vu. Donc tout est toujours possible. Ça, c'est une vraie question. On peut en discuter avec Alain dans un instant, mais la vraie question, est-ce que le monde se partage en deux, vraiment, entre un monde chinois et puis un monde occidental qui reste américain ou européen, etc. Est-ce que vraiment ça se coupe? Autrement dit, tout ce qui sera fabriqué, tout ce qui sera vendu dans le premier monde chinois sera fabriqué là-bas, et tout ce qui sera fabriqué, vendu dans le monde occidental sera fabriqué en Occident. C'est possible. Moi, j'ai du mal à y croire, à ce nouvelle guerre froide, de ce nouveau mur, non pas de Berlin, mais je ne sais pas par où il passerait. Alain va nous le dessiner. Je ne sais pas par où il passerait, mais j'arrive pas à croire qu'on va jusque là. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, Christophe. Les choses sont tellement intriquées
que c'est difficile de couper net comme ça entre deux mondes séparés et donc se passer de la Chine, quoi. Et elle-même, elle aura du mal, bien qu'elle y arrive, à se passer de nous. Vous avez vu, les mesures protectionnistes de Trump ont accéléré la montée en recherche et en puissance de la technologie, et en particulier des composants électroniques chinois, parce que s'ils ne peuvent plus s'approvisionner en composants américains, à ce moment-là, ils sont coincés. Donc, ils ont accéléré leur propre développement pour pouvoir se passer des composants américains. Ils n'y sont pas encore, évidemment. Mais voilà. Donc, c'est pas impossible, en réponse à votre question, qu'on ait deux mondes très séparés et que nous, on se passe de la Chine. Mais j'ai du mal à y croire. C'est un vrai sujet de discussion. Alain, sur cette bipolarisation? Cette question-là, celle du découplage de notre économie de celle de la Chine, c'est un débat à la Maison-Blanche, par exemple. À la Maison-Blanche, il y a des gens qui, avec Trump, un économiste qui est proche de Trump, Peter Navarro, mais il y en a d'autres aussi, qui pensent que le véritable objectif, c'est de découpler l'économie américaine de l'économie chinoise, et comme ça, on aurait deux grandes zones économiques, comme disait Eric, une zone occidentale et puis un monde chinois. Moi, j'ai des doutes là-dessus, mais j'ai pas d'éléments de réponse et je pense qu'il a raison, c'est un vrai économiste, Eric, d'être très prudent dans les pourcentages, etc., etc. On sait pas, j'ai lu plein de choses là sur récession par récession à cause de la Chine. Moi, je dirais deux choses simplement sur les perspectives. Tout le monde a été surpris. En 2003, la Chine représente 5% du produit mondial, c'est 5%. Aujourd'hui, Eric disait 16%, d'autres disent 18%. On le sent à la maison, dans notre appartement, dans cette pièce, dans ce studio, combien il y a d'objets qui ont un élément fabriqué en Chine ou l'essentiel fabriqué en Chine. Faites le compte. Chez vous, chez moi, c'est pareil. Combien de produits russes? Mais à part le caviar et la vodka, j'en ai pas. Donc, si vous voulez, on sent la force et la présence et le poids de l'économie chinoise à travers cette crise. Le découplage est-il possible? Souvent, avec les Chinois, il faut lire les textes. C'est un pays de mandarins. Alors, le rapport du 19e congrès, le dernier, je crois que c'était fin 2017, il y a un chapitre qui s'appelle Chine 2025. D'habitude, c'est les États-Unis qui dessinent le paysage technologique et industriel de l'avenir. Et c'est encore. Mais regardez où nous en sommes. Quelles sociétés, quelles compagnies peuvent concurrencer les GAFA? Les compagnies chinoises. C'est les seules sur ce marché. Or, dans le plan Chine 2025, il est dit, ligne après ligne, nous serons numéro 1 dans l'intelligence artificielle, dans certains types de robotique, notamment conduire les voitures sans chauffeur, monde sinistre pour ceux qui aiment conduire, et nous serons les premiers dans la reconnaissance faciale parce que nous avons une telle capacité de capter les datas, etc., que nous serons les meilleurs. Ils le disent, nous serons les meilleurs. Jusqu'à présent, les Chinois ont cette caractéristique, ils ont toujours réalisé ce qu'ils avaient dit. C'est le contraire du plan à la soviétique. Eux, ils ont toujours fait à peu près ce qu'ils avaient dit, si vous voulez. Donc, le découplage nous pose un défi. La perspective du découpage, comme disait Eric, nous pose un défi. Où nous sommes capables, en Europe, comme aux États-Unis, mais prenons l'Europe chez nous, d'avoir des politiques industrielles qui nous permettent de répondre si vous voulez, à cette force, à ce rouleau compresseur chinois où nous n'en sommes pas capables. C'est un défi. La question du découplage, elle se pose, à mon avis, à l'Europe en termes de défi. Or, nous avons les moyens. Nous avons les moyens en licence, en brevet, etc. Le tout, c'est d'arriver à mettre une... L'exemple, c'est Huawei, là, l'exemple pour rebondir sur ce que dit Alain. Huawei... 60% des brevets sur cette technique de la 5G sont européens. Alors, il faut s'unir. Ouais, voilà. Est-ce que les Européens vont avoir la capacité de décider de ne pas prendre du Huawei? Alors, c'est ce qui est en train de se passer en vérité. Et donc, est-ce qu'on aura la capacité de pousser les deux constructeurs, Ericsson et Nokia, pour qu'ils se mettent à niveau? Parce que pour l'instant, ils ne sont pas à niveau. Ils sont en retard technologiquement sur la Chine. Alors, ce retard, Eric, est contesté par Thierry Breton, que j'écoutais récemment,
qui est le commissaire chargé de tous ces secteurs, le commissaire européen, et qui explique qu'au contraire, l'Europe n'est pas en retard. Et la preuve, c'est que Nokia et Ericsson sont actuellement courtisés par les États-Unis qui veulent échapper à l'instrument chinois et qui donc veulent entrer à la fois au capital et dans les recherches européennes parce qu'ils considèrent que les recherches européennes sont avancées ou plus avancées. Moi, je voudrais juste aussi faire observer que la Chine, au fond, là, a été rattrapée par deux choses. D'abord par un manque d'hygiène collective qui joue sur l'alimentation, parce qu'il faut rappeler que le virus dont nous parlons du marché a pour origine la chauve-souris. La chauve-souris, et que donc c'est cela qui est à l'origine de la transmission à l'homme, et d'autre part par une sorte de forme de commandement politique, de contrôle de la société, qui fait que les médecins qui ont voulu alerter au point de départ de cette épidémie ont été sanctionnés, ont été poursuivis, sanctionnés. Et donc il y a eu un temps retard dans la réaction des autorités à la contagion qui leur est totalement imputable. Et donc ça, ce sont des problèmes lourds internes à la Chine qui retentiront à un moment ou à un autre sur le devenir du paysage que vous nous dressiez tout à l'heure l'un et l'autre. Alors Jean-Marie, c'est bien que vous abordiez cette question parce qu'effectivement, on voit, vu d'Europe, un régime omnipotent qui exerce un contrôle social quasi total sur ses citoyens et on a du mal à comprendre comment cette épidémie ait pu échapper au contrôle de l'État chinois, là. Oui, je dirais que c'est la deuxième partie de notre conversation. Au fond, si on nous écoute, on a l'impression d'une Chine superpuissante et à laquelle nous ne sommes pas capables de résister. En fait, cette crise manifeste, outre la faiblesse que dit Jean-Marie, mais qui est importante quand on est un pays exportateur, outre la faiblesse de la sécurité alimentaire, mais la Chine fabrique beaucoup de médicaments aussi, etc. Donc il y a un véritable problème là, avec qui est posé à la Chine. C'est une faiblesse que cette crise a manifestée, c'est une faiblesse évidente. Mais deuxième faiblesse incroyable, ce pays qui surinvestit à l'étranger, qui équipe l'Afrique en infrastructure, qui investit de plus en plus en Europe et qui lance cet immense projet de plusieurs milliards de dollars de crédits mis à la disposition de tout le monde. Vous savez, ce projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie et qui consiste à raccrocher la Chine, soit par la mer, soit par la terre, au reste du monde. La Chine qui investit. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec cette épidémie? Manque d'hôpitaux dans une ville de 11 millions d'habitants, qui est la plus grande ville du centre de la Chine, Wuhan, manque de lits d'hôpitaux, et on apprend ensuite qu'il a fallu une décision du comité central pour dire que les frais de santé, les frais d'hospitalisation, etc. de santé seront pris en charge par l'État. Ce qui veut dire qu'ils ne l'étaient pas, et que les gens payaient, et que des gens n'ont pas été à l'hôpital, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se faire soigner dans cette histoire. Et là donc, si vous voulez, c'est le révélateur d'un système qui est quand même assez curieux. Alors la Chine commence à mettre sur pied un État social avec une sécurité sociale, etc. Mais enfin là, on a lu dans les journaux... Ce qui pour un régime communiste est pour le moins tardif. Tardif. Mais là, on a bien vu dans les journaux, bizarrement, la Chine qui est présentée comme saturée d'infrastructures routières, aériennes, etc. Ben, l'infrastructure hospitalière ou médicale, elle a laissé à désirer, en tout cas dans cette crise. Et le deuxième grande faiblesse, c'est ce que, surtout si on compare avec la crise de 2003, la crise de 2003, elle est révélée par la presse. Parce qu'à cette époque, le parti encourageait la presse, et notamment la presse locale, à révéler tous les scandales de corruption et de pollution. Xi Jinping arrive au pouvoir, 2012-2013, le parti devient omniprésent, le politique l'emporte sur l'expertise, et qu'est-ce qu'on fait? Les lanceurs d'alerte, on les met en prison, les 8 médecins qui les premiers sonnent l'alarme à Wuhan, on les met en prison. Et vous avez dans cette crise toute la faiblesse du système politique ou du néo-autoritarisme, de l'emprise sur le parti, sur l'expertise, qui va avec Xi Jinping. Et donc, il rencontre un échec, là. La bataille de l'opinion intérieure, domestique, il l'a perdue, Xi Jinping, dans cette histoire. Moi, je partage cette idée aussi. Oui, il faut rappeler que la pensée Xi Jinping est inscrite dans la Constitution désormais, donc, mais peut-être que l'apparition du virus n'entrait pas dans cette pensée. Cela dit, les chercheurs, la grande différence avec la période précédente, puisqu'on parlait du précédent virus, qui avait été découvert aux États-Unis, identifié aux États-Unis, le SRAS, alors que celui-ci a été identifié par les chercheurs chinois eux-mêmes. Éric Le Boucher.
Oui, non, je crois qu'il y a vraiment les deux volets, c'est-à-dire que la Chine prouve qu'elle est capable quand même, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue technologique, on parlait de Huawei, mais on peut parler de l'espace, on peut parler de la formidable réussite en train à grande vitesse chinois, etc. Donc ils sont capables d'avoir des ingénieurs de très haut talent et de pousser leurs techniciens au plus haut niveau. Et ça, Xi Jinping a accéléré ce mouvement avec, il faut le reconnaître, avec succès. La conversion de la Chine entre une industrie de bas coût à une industrie de high-tech est en train de se faire à une vitesse absolument vertigineuse. Mais en même temps, il faut voir l'autre aspect, vous avez insisté là-dessus, c'est-à-dire la maoïsation du pouvoir ou la remaoïsation du pouvoir, la reprise en main de Xi Jinping, de l'ensemble du parti et de l'administration, a cassé la cause principale ou le ressort principal du succès de cette Chine depuis Deng Xiaoping en 78, c'est-à-dire la compétence. Je crois que c'est un formidable pays qui savait choisir ses dirigeants sur leurs compétences à chaque étape, et ce jusqu'au sommet. Là, Xi Jinping a inversé les choses en rétablissant la discipline plutôt que la compétence. Et pour moi, c'est un premier accident ou un deuxième accident très très fort, cette maladie là qui arrive, ce virus. Et il y en aura d'autres. Le premier, on peut parler de Hong Kong, qui est quand même où il n'y aurait pas eu Hong Kong, soulèvement des jeunes aussi fort, s'il n'y avait pas eu cette maoïsation qui fait peur à Hong Kong. Donc au lieu de se libéraliser progressivement, on va au contraire vers un autoritarisme de plus en plus fort, et ça a fait peur à tous les jeunes de Hong Kong. Donc c'était le premier accident grave pour Xi Jinping. Le virus est un deuxième accident grave, mais il y en aura forcément si effectivement le parti est vraiment constitué désormais de gens obéissants et plus de gens compétents. Alain, ces deux accidents dont parle Eric, et puis je pourrais rajouter éventuellement un ralentissement de l'économie, est-ce que ça peut fragiliser de manière importante le régime de Xi Jinping ? À ces deux accidents, on peut en ajouter un troisième, puisque la crise de Hong Kong fait peur à l'électorat taïwanais et qu'il va réélire à la présidence la présidente, c'est-à-dire le parti que ne voulait pas, que Pékin ne voulait pas voir réélu. Donc c'est aussi un échec pour Xi Jinping. C'est très difficile. Moi, je crois qu'une des forces qu'avait le système chinois depuis Deng Xiaoping par rapport aux autres systèmes autoritaires, c'est que tous les 8 ans, on changeait les dirigeants au sommet de l'État. Un des premiers gestes que fait Xi Jinping, je crois en 2013 ou 2014, 2 ans après son arrivée, c'est de se garder la possibilité d'être président à vie. Donc on est dans ce dont parlait Eric, une sorte de resserrement néo-autoritaire qui aura forcément des conséquences. Alors, est-ce qu'il est affaibli lui-même à l'intérieur du système ? Probablement. Ce n'est pas impossible. Il s'est fait beaucoup d'ennemis avec la campagne anticorruption, qui a aussi servi à éliminer les branches qui pouvaient lui faire ombrage. Probablement. Pour autant qu'on puisse savoir, c'est quand même un système politique assez opaque. Non, moi je voulais aborder juste un dernier point qui est un point triste, mais qui a été de constater à quel point le racisme est globalisé. Parce que cette affaire et cet isolement nécessaire de la Chine, petite parenthèse, la fermeture par exemple de la frontière avec la Russie est pour le coup aussi un problème stratégique pour deux pays qui entendaient se rapprocher à ce point. Les Russes sont en train d'y penser autrement. Mais on a vu surgir un peu partout, en Corée du Sud, au Japon, au Vietnam, en France, en Italie, une sorte de racisme instinctif ordinaire, totalement dommageable et désastreux à l'adresse d'une population d'origine chinoise, qui fait que un certain nombre de nos compatriotes d'origine chinoise, d'ailleurs, ou indo-chinoise, ici à Paris, ont dû mettre sur les réseaux sociaux ou placarder « Je ne suis pas un virus », ce qu'on voit aussi en Italie. Ce qui est quand même assez terrifiant à constater. Mais ça, c'est j'allais dire, hélas, sinistrement et tristement renouvelé, le racisme ordinaire qui se redéclenche à l'occasion d'événements de cette nature. Et à ce propos, je vous invite à lire le papier de Grassley publié en début de semaine sur Slate.fr à propos justement
notamment de l'explosion du racisme anti-chinois après cette crise du coronavirus. Je vous encourage aussi à lire le suivi de l'actualité du coronavirus par Jean Yvenot, toujours sur Slate.fr. Merci Eric d'avoir participé au Monde Devant cette semaine. Merci Alain, merci Jean-Marie Colombani. Merci Christophe. À la semaine prochaine. Merci à tous. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.